Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc arrivés à ma troisième vidéo, c'est-à-dire l'avant-dernière de la série qui présente mes arguments en faveur de l'investissement immobilier. Mais pourquoi faire autant de vidéos juste pour expliquer qu'il faut investir alors que vous trouverez sur internet des centaines de vidéos qui vont répondre à cette question en seulement 10 minutes? Eh bien, c'est justement parce que j'essaie d'aborder ce sujet d'une manière tout à fait différente. Quels sont les arguments généralement mis en avant quand on vous dit qu'il faut investir dans l'immobilier? Si comme moi vous vous intéressez à ce sujet depuis plusieurs années, eh bien vous connaissez tous ces arguments parce qu'on vous les rabâche, et si je voulais faire la même chose, eh bien ça sera assez facile. Je pourrais même le faire en 30 secondes top chrono. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, alors le premier argument, c'est que l'immobilier c'est simple et ça va faire de vous un homme riche en l'espace d'un an, voire en quelques mois seulement. L'immobilier va travailler pour toi un petit peu comme un robot qui encaisse tes loyers à ta place et puis les envoie directement sur ton compte. Donc si je résume ce premier argument, on peut gagner plein d'argent automatiquement et sans travailler. Le deuxième argument, c'est qu'il faut investir dans l'immobilier parce que l'immobilier c'est quelque chose de magique. L'immobilier te permet de créer un patrimoine, d'avoir 10, 20, 30, 40, 60, 80 logements et le tout gratuitement, entendez par la création monétaire et par la dette. Voilà, c'est fait. Sauf que je voudrais vous parler d'immobilier et plus largement d'indépendance financière de manière différente. C'est-à-dire non pas comme quelqu'un qui va vous vendre des formations, mais plutôt comme le ferait un vrai formateur. C'est-à-dire en vous donnant des informations aussi objectives que possible. Alors, je ne sais pas si vous allez devenir le futur Warren Buffett ou le Donald Trump de l'immobilier, n'empêche que cela reste un sujet très sérieux. La question à laquelle j'essaye de répondre avec cette chaîne, c'est de dire, est-il encore possible de parler d'investissement et de liberté financière sans forcément faire rêver son audience et sans vendre du rêve? Autrement dit, est-ce que le monde réel vous intéresse encore? Donc si vous êtes encore là, au moment où je parle, c'est qu'il y a peut-être encore de l'espoir. Dans la première vidéo de cette playlist, je vous parlais d'une très mauvaise expérience qui m'est arrivée et qui m'a poussé à changer mon regard sur l'immobilier. Dans ma seconde vidéo, je vous avais parlé de l'immobilier comme d'une sorte d'arme de self-défense qui peut être utilisée dans un monde en plein bouleversement économique et financier. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous expliquer ce qui fait que l'immobilier est un investissement tout à fait différent des autres actifs. La plupart des gens souhaitent dépendre des autres le moins possible. On est bien d'accord? Et aujourd'hui donc, on va répondre à cette question. Dans un monde aussi imprévisible que le nôtre, n'est-il pas raisonnable de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de rester maître de ce qui relève de nos besoins vitaux, à savoir notamment le fait d'avoir un toit sur la tête? Pourquoi est-ce que je pense que l'immobilier est le fondement principal de l'indépendance financière? Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le premier élément de réponse est tout simplement que le logement n'est pas un bien de consommation comme les autres. Si demain vous étiez privé d'internet, vous étiez privé de votre smartphone, ou vous étiez même privé de votre voiture, ce serait sans doute gênant, peut-être même frustrant, mais votre vie ne serait pas bouleversée. En revanche, imaginez que votre propriétaire ait résilié votre bail et que vous soyez sur le point de vous retrouver à la rue parce que la durée de votre préavis s'est écoulée et que vous n'êtes toujours pas parvenu à trouver un autre logement. Vous comprenez avec ce scénario que votre situation ne serait pas seulement désagréable, mais critique. L'immobilier, qu'on le veuille ou non, avant d'être un business de rentier, comme on vous le vend toujours, répond avant tout à un besoin vital chez tous les êtres humains. Le besoin de sécurité, qui est immédiatement situé après nos besoins physiologiques, à savoir le besoin de se nourrir et le besoin de boire. Une personne qui n'a pas de domicile a 3 préoccupations majeures. La première, c'est de trouver de l'eau. La deuxième, c'est de se nourrir. Et la troisième, c'est de trouver un abri pour la nuit. Et c'est ce que nous explique Maslow dans sa pyramide des besoins. Et c'est aussi ce qu'ont compris les rédacteurs de la Constitution de 1946, tout comme ceux qui ont voté la loi Quilliot en 1982, qui est relative au droit du logement et qui considère que le droit à l'habitat est un droit fondamental. Or, que se passe-t-il si notre environnement économique se retrouvait totalement bouleversé dans les prochaines années au point que vous ne puissiez plus payer votre loyer? Dans ce scénario, il me paraît évident que les propriétaires d'un logement, même de petite taille, auraient un avantage certain sur les locataires. Mais le fait d'être propriétaire fait aussi de vous le détenteur d'un bien qui est fondamental
pour toutes les personnes qui vous entourent et plus généralement pour tous les êtres humains de la planète. De nos jours, malgré les lois protégeant les locataires, les dépenses de logement représentent une importante dépense dans le budget du foyer. Pour faire le calcul, c'est assez simple. Vous prenez le revenu disponible médian par foyer. En France, c'est à peu près 2 500 € net par mois. Alors, quand on parle de revenu médian, ça veut dire que 50% de la population touche plus que ça et 50% de la population touche moins que 2 500. Notez que je parle du revenu par foyer et non pas du revenu par individu. Et si on considère que le loyer moyen est d'environ 800 €, plus précisément 771 €, eh bien on peut en conclure que les dépenses de logement en France représentent de l'ordre de 25 à 40% des revenus des foyers. Et c'est une moyenne évidemment, parce que ça va dépendre à la fois de vos revenus, mais aussi de votre lieu de résidence. Par exemple, le graphique que vous allez voir s'afficher sur l'écran vous présente l'évolution sur à peu près 60 ans des prix du logement et des prix des loyers par rapport aux revenus. Par rapport aux revenus qui sont représentés par une ligne noire, d'accord ? Sur une base 1, on va dire. Et ce qu'on voit, c'est que l'évolution des loyers, en bleu clair, va dépasser progressivement l'évolution des revenus à partir des années 80. Donc on constate que ce décrochement est continu et ininterrompu depuis environ 40 ans. Pour résumer ce graphique, les propriétaires voient la valeur de leurs biens exploser depuis les années 95, c'est la ligne noire, alors que les locataires sont victimes d'une augmentation des loyers qui est plus rapide que celle de leur salaire. Ce qui signifie que les propriétaires, qui n'ont plus de crédit à payer bien entendu, ont gagné entre 25 et 40% de pouvoir d'achat supplémentaire par rapport aux locataires. C'est un peu comme si vous aviez entre 25 et 40% d'augmentation de salaire. Ce qui évidemment n'est pas négligeable, surtout dans une période où malgré la progression des salaires, eh bien, les revenus disponibles évoluent à notre désavantage, et ce depuis les années 80. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'évolution des salaires est très lente, mais à côté de ça, nous sommes dans une société de consommation et donc nous consommons de plus en plus de biens et de services. On pourrait citer par exemple l'arrivée des produits bio, les abonnements téléphoniques, les abonnements internet, toutes ces dépenses souvent invisibles qui sont automatiquement prélevées sur votre compte. D'un autre côté, cela signifie aussi que si vous êtes propriétaire, vous avez vu vos bénéfices relatifs à vos loyers encaissés multipliés par 3. Ils étaient à peu près de 1 000 € dans les années 80 et ils sont aujourd'hui autour de 3 500 € par an. Et c'est ce que vous voyez s'afficher à l'écran. 30% en moins à payer tous les mois, à condition évidemment que vous ayez fini de payer votre crédit, cela représente une somme conséquente. Pour un couple par exemple qui toucherait autour de 3 000 – 3 500 € par mois, cela correspond à 1 000 € supplémentaires tous les mois. Évidemment, c'est aussi un avantage pour les retraités. Et là encore, je vous renvoie à la vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais que les retraites allaient devenir un problème pour notre génération et pour les générations suivantes. Donc le fait de ne pas avoir à payer un loyer ou le fait d'avoir des revenus parce que vous mettez en location un bien, eh bien ça vous apporte une source de revenus complémentaires qui vous permettra de compenser une baisse des pensions de retraite qui sont de plus en plus rognées par l'inflation. Pour l'INSEE, les dépenses de logement ne représenteraient que 6% des dépenses des ménages. Alors comment arrive-t-on à une telle différence ? C'est tout simplement parce que l'INSEE ne prend pas en compte le remboursement des prêts immobiliers, considérant que le remboursement d'un crédit correspond davantage à un investissement qu'à un coût. De côté, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la part que représentent vos dépenses de logement par rapport à la totalité de vos revenus. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que l'évolution des prix de l'immobilier joue fortement en défaveur des locataires et à contrario, joue fortement en faveur des propriétaires. Cette évolution a plusieurs conséquences, la plus évidente étant un transfert de richesse progressive et ce, depuis une quarantaine d'années, des locataires vers les propriétaires. L'autre point important que j'ai tenté de mettre en évidence dans cette vidéo, c'est le fait que le logement, parce qu'il s'agit d'un bien répondant à un besoin fondamental, représente du coup un risque important au-dessus de la tête des locataires, qui de toute manière ne pourra pas s'y soustraire. Évidemment, le fait d'être locataire crée une dépendance, mais aussi un risque potentiel de précarisation sociale si les loyers continuent à évoluer plus rapidement que les revenus des ménages. En outre, comme nous allons le voir dans l'épisode suivant, l'inflation énorme des prix de l'immobilier dans les grandes métropoles représente là encore un risque pour les personnes qui, cette fois, envisagent de devenir propriétaires. Mais de cela, nous en reparlerons
dans ma prochaine vidéo. Si vous êtes encore avec moi à cette étape de la vidéo, eh bien, je souhaite vous remercier du fond du cœur, car sachez que l'algorithme YouTube va justement regarder le pourcentage de personnes qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo pour favoriser ou non une vidéo, pour suggérer ou non une vidéo auprès des autres internautes. Alors merci encore pour votre soutien, c'est extrêmement important pour moi. Voilà, à très bientôt et salut.